Le mouton à cinq pattes. Bonjour à tous et bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, épisode exceptionnel puisque je retrouve Malika en direct de Dubaï. Malika qui donc est partie maintenant il y a un an, qui nous avait raconté il y a un an le début de son aventure, les raisons de son expatriation et aussi les challenges qu'elle imaginait. Et aujourd'hui, on va faire le follow-up, la suite pour voir comment va Malika. Alors Malika, bonjour. Bonjour Steph. Et tout d'abord, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. J'espère que toi aussi. Bah, moi franchement, sous le soleil de Dubaï, je ne pourrais pas aller mieux. Malika, bon, alors, je pense qu'on pourrait parler pendant des heures, voire des jours sur, ces 12 premiers mois. On va d'abord commencer par le début. Est-ce qu'aujourd'hui, après un an, tu peux dire que c'est exactement ce que tu avais imaginé avant de partir? Pas du tout. Pour être honnête, non, il y a bon, évidemment, il y a des choses qui se confirment, mais le scénario qu'on s'imagine, n'est pas la réalité, ça c'est sûr. Il y a eu mais dans le positif comme dans les points, plus challengeants, en fait. Mais, mais oui, le début, c'est surtout une vie à reconstruire. Et en fait, je pense qu'on n'est jamais assez prêt pour, Dubaï, pour être honnête, au début. Donc ouais, donc voilà. Alors tu dis: «Bah, on n'est jamais assez prêt pour Dubaï». Pourquoi tu dis ça? Bah, je pense que oui, la réalité m'a très vite rattrapée et je pense qu'il y avait des fausses idées où je pense, quand on a vécu dans 7 pays avant et ou quand on pense avoir une affinité avec le monde arabe parce que vu mes origines. Mais en fait, quand je suis arrivée à Dubaï, ben, tout a été redistribué et mes capacités d'adaptation aussi, dans le sens où, tout a été rechallengé. Je pense aussi que c'était la première fois que je vivais dans un hub, économique et le hustle de Dubaï, c'est une ville ultra, ultra dynamique, avec énormément de diversité. C'est aussi une ville qui dort jamais, hein. On parle souvent de New York, mais Dubaï également. Le marché en tant que tel, en fait, c'était vraiment, je parle souvent de l'océan rouge. Je l'ai étudié à l'école et là, je me suis retrouvée dedans. Ouais, je dirais le dynamisme, la diversité, et tous les challenges qui sont suivis. Reconstruire sa vie au Moyen-Orient. Je dirais qu'il y a différents scénarios. Il y en a qui viennent en famille, accompagnés, mais venir, je pense, seule avec, un projet entrepreneurial, de lancement, c'était vraiment je pense l'un des plus gros challenges que j'ai vécu. Et justement, donc tu parles de reconstruire ta vie. Alors, je te laisse dévoiler, comment tu as reconstruit ta vie, tes hobbies, tes journées, tes semaines, tes week-ends, à Dubaï aujourd'hui, à quoi ça ressemble? Bah oui, bah déjà, première chose, quand on arrive, il y a 2 feelings, l'excitation de la découverte et puis, cette sensation de surcharge d'informations. Donc il faut faire le tri. Je pense la première chose, c'est se trouver bon, c'était chouette parce que nous, on avait tout en même temps. J'avais le parallèle boulot et vie privée, donc trouver une maison, trouver un bureau, c'était se recréer un cercle professionnel, mais personnel. Donc c'était vraiment ce parallèle en permanence. Bon, qui a créé une dynamique également, mais je veux dire déjà je disais se recréer des liens et se recréer des repères. La que ce soit par rapport à l'endroit où on vit, les applications, la législation, parce qu'il y a tout un processus, admin à mettre en place et comprendre comment les choses fonctionnent, comprendre comment on fonctionne ici. La lenteur de certains process, la rapidité d'autres, parce qu'ici les services, par exemple, c'est super développé. On est, par exemple, beaucoup plus dans le futur que le monde occidental, mais dans ce qui est administration, que ce soit au niveau pro ou perso, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu et c'est des choses qu'on découvre quand on est sur place. Première chose, je pense que, ouais, se trouver un chez soi, comprendre les codes culturels, qui sont de part et d'autre, le monde arabe parce que tu vis dans un monde arabe et que tu dois t'y habituer. Il faut savoir qu'à part Dubaï, tout le reste, le week-end, c'est vendredi et samedi, par exemple. Donc, il y avait cette dynamique du dimanche qui devient aussi un jour, hyper dynamique dans le reste du GCC. Donc, voilà, des fois, c'était se réadapter aussi par rapport à ça. C'est un exemple parmi d'autres du fait d'être dans un monde arabe. Puis le fait d'être, les codes culturels de toute cette diversité, plaque, centrale entre, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Il faut savoir que du coup, on a toutes ces communautés ici, avec lesquelles, moi, j'avais pas l'habitude de vivre, de cohabiter ou de travailler. Donc tout ça, ça se traduit dans la ville également et ça ne s'arrête jamais.
Tu me disais en off que la diversité, on parle de diversité en Belgique, mais qu'au fond, la vraie diversité, tu la connais vraiment, tu la découvres vraiment dans des pays comme Dubaï, dans le sens où, là, tu découvres, les Indiens, les Pakistanais, les Libanais, le bouillon de culture, le bouillon de langue, et que c'est vraiment tout à fait, différent de la diversité que nous, on connaît, en Belgique, par exemple. Ah mais totalement et je disais, enfin, la diversité en Belgique, on parle de valeurs, diversité, inclusion, on en parle même beaucoup à travers Ouais. Gentis et j'ai l'impression qu'en Belgique, par exemple, je prends l'exemple de la Belgique, mais voilà, on engage, différentes, nationalités et on se dit: «Voilà, on est dans la diversité». Ça veut oui, c'est déjà un pas et c'est déjà super, parce que c'est riche en fait, Mmh. de par les backgrounds, mais ça veut pas dire moi je veux dire on est à un niveau, fois 10. Quand on vient ici, c'est vraiment la Mmh. diversité. Les gens ont quitté leur enfin leur famille, leur pays, viennent d'arriver ici pour le travail, généralement. Ils viennent ici avec, voilà des rêves, des illusions parfois, mais en tout cas, c'est la terre promise, de ces 3 entre ces 3 continents et je pense que tout le monde vient avec les mêmes objectifs. Au niveau professionnel, je pars vraiment réussir et là, on se retrouve avec des gens avec des codes culturels très, très marqués et la manière de communiquer, la manière de se comprendre. Je disais, bon, le Levant, déjà au niveau de l'arabe, mes notions d'arabe, du darija, du Maghreb, enfin, quand on arrive ici, on reste désarmé parce que tous les dialectes se confondent. On en rigole d'ailleurs entre nous parce qu'un Saoudien va pas comprendre les Libanais, l'Égyptien, le Syrien, et c'est des nationalités avec lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler, que ce soit même Saoudi, Oman, Qatari, Afrique du Sud, j'en ai parlé, et puis le côté anglophone qui est très très présent. Et ici, je dis souvent, c'est un pays arabe mais anglophone. Tout le monde parle anglais, donc il y a aussi beaucoup le côté british, australien, américain, donc voilà, qui ont cette facilité. Ici même, ça a changé, on en parlera plus tard, mais au niveau des négociations, au niveau de travailler avec des anglophones, native speakers, voilà, ça c'est aussi challengeant parce que, mais il y a à côté de ça bah, tous les autres nationalités où c'est pour tous notre deuxième langue, avec tous les accents et tous les dialectes possibles. Et voilà, ça peut créer des confusions au niveau de la communication, au niveau culturel. Et c'est vraiment une réadaptation. Sur une journée, on peut parler entre 10 à 15 nationalités différentes. C'est vraiment, ça, c'est ce que j'appelle la diversité. Dans tes potes là en ce moment, ton entourage ici, d'après ce que je comprends, c'est aussi, très diversifié quoi. Tu es pas resté, qu'avec des Belges, il y a vraiment un peu de tout, Non, et comme je disais, donc c'est très communautaire et c'est bon, ça c'est normal quand il y a 85 d'expatriés, bah, il y ouais. a quand même des petits hubs aussi dans le hub de différentes cultures. Mes amis, bah, ouais, je me suis redécouverte, bah, même au niveau du Levant, énormément de Libanais de par le fait que du trilinguisme aussi, mais même dans avec les gens avec qui je vis, Égypte, Liban, Pakistanais, j'ai Ouzbékistan, voilà, on a aussi je dis même, l'Afrique de l'Est, pas mal d'amis nigériens. Vraiment c'est un melting pot. Bon, c'est très, très riche et puis les backgrounds sont complètement différents. On parle avec des gens qui ont des histoires complètement différentes et des pays, voilà, on vient pas avec le même confort non plus. Je pense à des gens qui viennent du Yémen, je pense à la Syrie, je pense l'Irak, je pense la Palestine. Voilà, on cohabite tous ensemble ici et c'est ça qui d'un coup, on est dans une autre dimension, quand on parle de 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 diversité et au niveau diversité. ouais. Et tu parlais, donc tu as cité, le mot, le nom terre promise. Est-ce que pour toi maintenant, avec du recul, est-ce que c'est vraiment une terre promise? Moi, je dis souvent, Dubaï, elle te mange comme elle te nourrit. La clé ici, c'est vraiment le PR. On dit souvent le relationnel. La clé pour Dubaï, c'est vraiment rentrer dans des réseaux, comprendre comment est la dynamique. Et là, c'est une terre de promesses. Il y a tellement d'opportunités, de connexions à faire. Et si les choses sont construites dans le bon ordre et on arrive à rentrer dans ce réseau et dans cette dynamique, oui, j'ai vu des gens, il y a des success stories ici incroyables, qui démarrent de pas grand-chose, que ce soit dans le real estate, que ce soit dans le recrutement, dans la finance. Il y a tellement de secteurs où tout est possible et d'un côté, voilà, très vite, si on n'est pas, on prend pas le train en marche ou on se laisse dépasser, on peut très vite se laisser, surmener et
comme je dis, c'est une plaque tournante. Chacun vient prendre sa place. Le marché commence quand même à être saturé. Moi, je l'ai vu ici. On le voit à travers les routes actuellement, le trafic. On le voit à travers le monde qui Je vient ici. Tout le confirme. monde vient en envie de réussir à Dubaï, mais les places commencent à être limitées en fait. Et c'est à celui qui sortira au mieux son épingle du jeu. Et ça reste vraiment. On peut pas être je disais, dans un contexte plus business que Dubaï. Et je pense qu'il y a un rêve pour tout le monde ici. Il y a des places à prendre pour tout le monde ici. Mais il faut rester bien alerte parce que ça va vite. Et si on loupe le coche, c'est déjà terminé. Et ça, il faut le savoir avant de venir ici. Il ne faut pas penser maintenant venir ici. Et je le disais souvent à des amis qui me disent j'ai envie d'aller travailler à Dubaï. Il faut être sûr d'y avoir un plan, avoir déjà quelque chose de solide ici ou avoir déjà un job de prévu, à part si on est vraiment niche, et là, il y a moyen encore de se faufiler. Mais Dubaï en tant que tel, et je ne parle pas du Moyen-Orient dans sa globalité, c'est prisé, c'est ultra prisé, et les places commencent à être chères. Ça, c'est mon feedback. Et pourquoi c'est tellement prisé, d'après toi? Alors, on peut parler des points positifs, des points peut-être plus négatifs de la ville, et je pense que c'est important d'en parler, parce que maintenant que je suis sur place, ça a déconstruit aussi certaines idées, et ça m'a surprise dans d'autres. Bah, déjà, premièrement, la sécurité. Bon, maintenant, c'est un régime autoritaire, ça, c'est point positif. Enfin, chacun aura son avis là-dessus, mais en attendant, même en tant que femme, même dans les réflexes qu'on a quand moi je viens de l'Occident, ben oui, avoir un pays ultra sécuritaire comme ça, ça change en fait le quotidien. Effectivement, j'ai pas eu une seule réflexion, pas un seul regard. Si tu perds quelque chose, on te le ramène. C'est vrai. Ça, c'est vraiment vrai. On le vit au quotidien. C'est ultra sécurisé. Et beaucoup de gens viennent avec leur famille pour pouvoir avoir ce sentiment de sécurité, tout simplement. Je pense qu'au niveau des services, j'en parlais, pour certains services, c'est une société qui est un peu dans le futur. Tu peux littéralement tout faire en restant de chez toi. Tu as un exemple? Un exemple qui m'a fait sourire quand je suis venue ici, c'était le fait que tu peux laisser ta voiture chez toi et on vient avec, il y a une citerne ambulante qui vient mettre ton essence chez toi, qui vient faire la pression des pneus chez toi. C'est une application. Voilà, ça c'est un exemple de service, mais que j'ai trouvé complètement fou, quoi. Ouais. Quand je suis arrivée à Dubaï, le fait que n'importe où tu es, tu peux tout commander. Si tu as besoin de. Moi, je me souviens, j'avais. J'ai vu la pharmacie aussi. Oui, tu peux commander en ligne, téléconsultation. Tout est fait pour vraiment être dans une zone de confort. Ça, c'est sûr que tout a été ultra développé et partout, tu peux trouver quelqu'un qui te ramène ou avoir un chauffeur si tu reviens d'une soirée trop éméchée, il y a quelqu'un qui vient chercher ta voiture et qui te conduit. C'est des exemples quoi, de services ici qui font qu'une fois que tu goûtes à ça, les gens ont du mal à refaire le marche arrière. Ça, c'est un feedback que j'entends. Bah, le fait de la diversité, c'est super chouette parce que ça t'ouvre au monde, en fait. C'est une porte au monde et les gens viennent aussi pour ça. Et moi, c'était ma raison première, au final, pour laquelle je suis venue. C'était le côté international. Et je te dis, quand tu viens ici et que tu as l'impression que tu connais beaucoup de choses ou que tu as vu beaucoup de choses, ben, en fait, ici, tu es junior dans tout. Les cartes sont redistribuées. Ça, c'est la sensation que j'ai eue. Mais du coup, c'est un apprentissage constant. Et c'est super riche. Je disais bah, que c'est un futur pôle technologique. Je pense qu'avec ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement, que ce soit aux Émirats ou en Arabie Saoudite, qui fait beaucoup parler d'elle ici dans la région. Je ne sais pas vraiment la communication qu'on en a en Europe ou dans les autres continents, mais ici, voilà, c'est vraiment le boom de l'Arabie Saoudite. Ça attire évidemment les gens. Parce que il y a des projets, donc on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, le fait des méga projets qu'il y a en Arabie Saoudite sur Neom, The Line et tout ce qu'ils ont sorti, ben évidemment, on dit du Moyen-Orient que c'est the golden age, the place to be, et ça commence à se diffuser et ça attire évidemment énormément de gens qui veulent venir ici. On dit souvent qu'ici le Moyen-Orient a perdu la révolution industrielle et qu'il faut qu'il gagne la révolution technologique. Je pense que sur la prochaine décennie, oui, il va y avoir des grandes révolutions ici au Moyen-Orient et les gens qui ont conscience de ça viennent. C'est ça que je voulais dire aussi, que c'est un afflux de personnes qui vient aussi à cause de ces méga projets complètement fous Oui et d'ailleurs, ici. à ce niveau-là, bah, de ce que j'entendais cette semaine aussi, le marché au niveau du recrutement fonctionne totalement différemment qu'en Belgique, par exemple. Quelles sont pour toi les grandes différences dans le recrutement? Alors ça, c'est hyper intéressant parce que je me suis retrouvée dans une dynamique complètement opposée de ce que j'ai pu connaître en Europe. C'est cette pénurie de candidats. C'est vraiment une problématique qui fait aussi que nous, c'est un service adapté par rapport au fait qu'il y avait un manque de candidats. Je pense que cette problématique-là, ça restera général, mais ici, on parle souvent de candidate driven en Europe. Ici, c'était vraiment client driven. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les offres sont plus basses que la demande candidat. Et ça, c'est un phénomène que j'ai expérimenté ici et qui était déstabilisant.
Parce qu'on pense souvent que quand on a le Candystar, ben on a cette ouverture de porte. Ça fait partie d'une stratégie de pénétration aussi, d'avoir un bon pipe de candidats rares. Mais en fait, ici, il fallait redéfinir ce qu'est un candidat rare. Et on n'en a pas parlé, mais si, bah, du coup, quand on a 85% d'expatriés, bah, il y a aussi ce côté discrimination qui, en Europe, on peut crier des alerte. Ici, c'est quelque chose de totalement démocratisé. On en parle naturellement. Je veux telle nationalité, même la tranche de salaire change par rapport à la nationalité, c'est normal ici. C'est quelque chose qui est, oui, qui s'est normalisé, mais du coup, un star candidate, là, je rejoins la législation, on a dû aussi s'adapter, c'est-à-dire qu'il y a des lois d'émiratisation ou de saudisation en Arabie Saoudite qui veulent favoriser les locaux dans des positions clés et veulent faire voilà, intervenir les locaux dans l'économie de leur pays, ce que je comprends. Mais du coup, quand on a 15% de locaux de manière générale aux Émirats, donc à Dubaï, on peut peut-être dire qu'on divise par deux, c'est le candidat rare. Juste en 2 mots pour, voilà, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est quoi l'émiratisation? Bon, c'est une loi qui est passée, qui impose un quota aux entreprises, un quota de locaux, donc d'Émiratis, dans le headcount des entreprises. C'est-à-dire, je sais que c'était C'est à ça. 50 et là, ça vient de passer à, une fois qu'on a 50 employés, on a un quota, un pourcentage à avoir d'Émiratis dans l'entreprise. Maintenant, je sais que c'est passé à 20. À partir de 20, il faut un certain quota d'Émiratis, sinon, on peut avoir des amendes. Donc le but, c'est vraiment d'introduire et d'intégrer les locaux dans, oui, dans l'économie du pays. Et donc c'est ça la star candidate qu'on on dit souvent. Le candidat rare, c'est le candidat star. Bah là, du coup, on est plus sur vraiment des compétences, mais sur une nationalité. Et ton avis personnel par rapport à ça? Bien, pas bien, pour, contre, Mais je pense, légitime d'un pays qui veulent, Oui, bien sûr, ouais. la démarche elle est légitime, elle est compréhensible. Maintenant, est-ce qu'elle est toujours réaliste? Ça, c'est vraiment ce qu'on se pose et c'est pour ça que nous, également Gentis, quand on arrive dans cette dynamique avec ce type de législation, on doit aussi adapter, nos services par rapport à ça, à cette législation et c'est aussi comment C'est aider ça. ces entreprises, que ce soit par déjà prendre des candidats qui viennent de l'université, comment développer des programmes, développer ce pipe de candidats, locaux, comment les aborder. Là, la langue nous distingue aussi de la concurrence. Parce que pour approcher ce type de candidat, voilà, ici, ben, on reste quand même c'est très arabophone. Donc voilà, il fallait jouer ses cartes. Alors, est-ce que c'est, oui, je disais légitime, maintenant réaliste? Il y a quand même que 15%. Et comme je dis, à Dubaï, il faut compter la moitié. Ça devient compliqué, en fait, à un moment donné. C'est saturé. On peut pas créer des Émiratis. Donc ça, c'était Non. aussi un challenge pour répondre à une demande. Comment se positionner par rapport à ça? Et on a la même législation en Arabie Saoudite. Parce qu'en fait, vu qu'il y a énormément maintenant, il y a un mouvement très fort d'expatriation, c'était, ben, il faut quand même garder les postes clés pour les locaux. C'est pour ça qu'il y a eu cette loi qui est passée, mais du coup, c'est aussi quelque chose sur lequel on a dû s'adapter en tant que cabinet de recrutement. Ouais, exactement. Et alors pour revenir à ce que tu disais avant, donc Belgique, pénurie de candidats. À l'inverse, Dubaï, gros streaming, de candidats, à la recherche du candidat star. En gros, ça va être plutôt ton job. Qu'est-ce que tu préfères dans ce marché-ci et qu'est-ce que tu aimes moins dans ce marché-ci? Alors, ce que je préfère, c'est le côté networking, hein. C'est vraiment, Mmh. on dit souvent à l'ancienne, mais ici, ben, on est toujours, enfin, en Europe, on dit souvent à l'ancienne avec les cartes de visite, aller Ouais. serrer des pinces. On dit, enfin, voilà, le networking vraiment PR. C'est-à-dire que les gens, on va à la rencontre de nos clients, de nos candidats, on crée la relation, on va à des événements, tout est fait. Je pense tous les jours, il y a des événements qui se sont faits, des salons pour favoriser l'échange et les rencontres. Notamment, je dis encore une fois, on en revient, mais l'expatriation, c'est que des expatriés ici. Donc il y a cette recherche, ce besoin de créer du lien et d'avoir cette prise de repère en fait. Donc tout est mis, je disais, on a un Belgium Club, il y avait la France aussi. Chaque pays a développé ces petits réseaux pour rassembler. Et ça, c'est quelque chose que voilà, par exemple en Belgique, on avait moins. On a pu faire pendant le Covid, ça s'est encore plus démontré. Et je pense que c'est resté. Tout pouvait être fait via Teams, Ouais. via online. Donc on a un peu perdu ce côté humain. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît parce que même on l'a fait en Arabie Saoudite, on l'a fait ici aux Émirats. Voilà, on a vécu, ça nous a permis de vivre aussi des expériences spéciales. Ça m'a permis de me sortir de ma zone de confort parce qu'il y a quand même, encore une fois, ces codes culturels en jeu. Mais ça, c'est super chouette. Tu as un exemple en tête Ben, de moment spécial? je pense à l'Arabie Saoudite. Je pense qu'en tant que femme, par moment, culturellement, tu tends la main, mais on te dit qu'on peut pas te serrer la main, on te regarde pas dans les yeux. C'est encore des choses,
culturel où tu te retrouves, où j'arrive à une table avec que des gens de 45 ans, jante masculine. Bon, bah, il faut y aller. Et c'est encore parce que je me suis retrouvée dans des situations, vraiment où j'ai dû sortir de ma zone de confort, où encore une fois la présence féminine jeune et là il faut aussi, il faut y aller avec son assurance et au final ça se passe très bien. Ça se passe très bien Tu parce te que sens l'humain. comment dans ces moments-là? Quand tu Heu, arrives, tu vois la table, homme, 45 ans, comment toi tu te sens à ce moment-là quand tu rentres? Bah, évidemment, pas à l'aise. Tu as aussi le syndrome un peu de l'imposteur, je pense, c'est normal et ça tu l'as ici quand tu Bien sûr, arrives, oui. en tant que femme, je veux dire sur une position, bah, s et tu le sais mieux que personne, hein, je pense Stéphanie, cette sensation où tu arrives et tu te sens pas toujours à ta place, mais c'est ce Je qui te te fait confirme. monter en compétence. Je pense aussi si tu veux vraiment dire que tu network et ça te permet de te réinventer, de prendre confiance en toi parce que quand tu vois que ça fonctionne et ben là, tu sais déjà que tu es voilà, je dis c'est tu comprends en fait l'exercice et déjà, c'est une étape qui te fait moins peur par la suite et c'est là que tu deviens peut-être vraiment bon dans ce que tu fais et l'humain prend toujours le dessus. Au final, quand tu arrives à connecter et que tu sais de quoi tu parles et que tu sais débattre un minimum, homme, femme, nationalité ou pas, et ben, l'humain reprend le dessus et c'est ça la leçon aussi, c'est y aller parce qu'au final, ça se passe généralement bien. Et du coup, qu'est-ce que tu aimes moins dans le marché d'ici? Ben justement, Quels sont tes plus gros challenges? les challenges, bah, c'est ça, en fait, cet afflux de candidats où on se fait, je disais ma boîte mail LinkedIn, en fait, on met une annonce, on a, jusqu'à 1 500 candidats qui peuvent postuler sur les 3 jours. Waouh! Là où on galère Je par crois qu'il y en a moment. en Belgique qui doivent t'envier. Oui, mais justement, mais on a de tout et n'importe quoi. Parce que déjà, il faut trier. Faut donc ça, c'était, comment filtrer au mieux nos annonces, comment vraiment, chasser correctement, où est-ce qu'on a une plus-value réellement pour apporter par rapport à nos clients, ce candidat star qu'ils ne peuvent pas trouver par eux-mêmes, comment optimiser les process par rapport à cet afflux candidat. En fait, quand on a ce phénomène, il faut repenser notre stratégie, repenser les process et voir aussi comment se positionner par rapport à ça. C'est pour ça aussi que voilà, junior, médior, ben, je pense qu'il y a pas besoin d'une agence ou peut-être pour aider autrement, mais on s'est tout de suite positionné dans la niche ou dans une seniorité plus élevée, où là vraiment, nos compétences d'experts en recrutement, on va dire verticaux, heu, peuvent se différencier sur un marché comme ça. Mais c'était vraiment challengeant au départ quand on voit, voilà une annonce, 1 500 candidats parce que dedans aussi il y a une masse, pas relevante. Qui Mmh mh. cache les bons candidats. Puis en fait, la loi universelle reste la même, les bons candidats ne postulent pas sur les jobs non plus. Enfin, je veux dire, les candidats vraiment, il reste Non, aussi cette les chasse candidats passifs, quoi. et c'est là qu'on Ouais. peut tirer notre épingle du jeu et c'est là que vraiment les compétences d'un chasseur de tête prend tout son sens. On chasse des têtes et c'est pour ça que le réseau est super important et on revient encore à ça, c'est développer son réseau pour pouvoir vraiment, heu, comprendre les acteurs majeurs et comment, les meilleurs candidats, comprendre les dynamiques que justement parce que si on marche au keyword, un contrôle F, ça fonctionne pas, hein. C'est ça mais c'est très troublant au départ. Ouais, cette législation de cette chasse, aux candidats, nationaux, c'est déroutant aussi parce qu'il faut comprendre, c'est aussi des codes, c'est aussi un réseau à pénétrer donc des fois c'est super challengeant et cette diversité, moi, ça m'a perturbée au début. Tu commences ta journée avec un Irish, tu finis avec, ouais, un Indien, entre-temps, tu as toutes les nationalités et c'est un mot peut-être mal perçu, une façon de parler ou une tonalité de voix, peut être mal interprétée et Ouais. tout ça, il faut le comprendre, quand on arrive ici. Ou un smiley. Oui, un smiley dans un email parce que sinon on pense que tu es fâché. Donc voilà, c'est cohabiter avec, tout ça, c'est compliqué. Puis je parlais aussi, et il faut le savoir, des mafias communautaires ici à Dubaï. On a tendance à voir Qu'est-ce que que, tu entends par mafia communautaire? bah, que voilà, un Indien va recruter un Indien, un Libanais va recruter des Libanais, les Égyptiens recrutent des Égyptiens, qu'on a tendance à recruter, par nationalité ou favoriser OK. son réseau personnel, mais je dis souvent, biaisé ou filtré par la nationalité et du coup, il faut s'y retrouver par rapport à ça. C'est ça. Ça, c'est compliqué et je disais encore une fois, le réseautage, c'est comment pénétrer ces mafias et des fois comment aussi, comprendre la culture de l'entreprise. Parce que si on met une telle nationalité avec une telle nationalité, ça peut devenir aussi très vite toxique ou le choc des cultures ou le choc, générationnel, parce que des fois, on dit souvent que les occidentaux qui viennent ici ont tout à construire et ça ils se voient ça comme un challenge personnel, super excitant, peuvent vite être déchantés parce qu'il y a des choses qui leur paraissent évidentes dans des process qu'ils ont déjà mis en place, qu'ils doivent justifier ici.
Et là, boum, ça s'entrechoque. Donc c'est des exemples que je donne, mais qui sont challengeants quand on arrive ici. Bon, tu l'as mentionné un petit peu avant. Tu as parlé, quelques fois de la condition de la femme. Étant nous-mêmes 2 femmes, je pense qu'on ne pouvait pas, ne pas en parler dans cet épisode. Cliché versus réalité. Alors Malika, toi qui habites ici, quels étaient un petit peu les clichés avant de partir ou les clichés que tu entends régulièrement de personnes en dehors de Dubaï? Et quelle est au fond, la réalité que tu vis toi au quotidien? Bon déjà, je vais parler de Dubaï en tant que tel, mais voilà, on a l'impression que tu vas croiser, que des femmes voilées et des gens en habits traditionnels. Déjà, c'est totalement ça, c'était vraiment ça. On a l'impression qu'on va au Moyen-Orient, donc du coup, c'est, l'image des Bédouins dans le désert. C'est souvent ce qu'on dit. Ici, ça s'applique pas du tout, Effectivement. hein. Je dis souvent, tu peux vivre à Dubaï pendant plusieurs semaines sans croiser un seul local, hein, et sans te sentir, au Moyen-Orient. Donc ça, c'est une idée, c'est vraiment, un hub, et il y a de toutes les religions, parce qu'on dit souvent aussi, voilà, musulmans, monde musulman, attention, tu vas peut-être, toi qui viens de l'Europe, tu vas avoir ce choc. Et ben non, parce que je disais tout le monde cohabite avec tout le monde. Il y a cette liberté du culte, il y a tous les styles, toutes les couleurs. On m'avait dit de faire attention à comment j'allais m'habiller, à comment j'allais devoir présenter. Je pense qu'il y a ce respect mutuel pendant les fêtes religieuses, ça oui, mais en tant que tel, on est totalement libre et il y a vraiment de tout. Je vois de tout et de n'importe quel style et de n'importe quel type. Franchement, ça, c'est des fausses idées reçues, d'avoir toujours ce côté un peu trop conservateur du Moyen-Orient qui s'applique pas spécialement à Dubaï. Ça, c'est un premier point. En tant que femme, que je savais, on m'avait dit, et je pense qu'on vous l'a dit aussi: «Vous êtes complètement fou d'envoyer une femme, au Moyen-Orient». Oui, exact. Alors, il faut comprendre qu'il y a un mouvement de women empowerment ici au Moyen-Orient. Dans le leadership, on retrouve énormément de femmes, et ça, c'est important de le dire et c'est important de le savoir parce que, c'est vraiment une fausse idée et il y a vraiment une volonté de pousser la femme, à des positions managériales, et notamment en Arabie Saoudite. Ça, c'est important parce que moi, ça a été mon premier choc, c'était ce qui se passait, là-bas, au niveau de la femme qui pouvait pas conduire, qui pouvait pas voyager. Maintenant, oui, et Ouais. maintenant, un de nos clients, ben, la personne en leadership est une femme, et c'est devenu la denrée rare aussi d'avoir des femmes et qui gagnent des fois plus que les hommes. Donc je pense que voilà, il faut déconstruire ça, mais c'est la réalité. Moi, j'étais très, très contente de voir dans les speakers, dans les attendees de tous ces événements, ben, il y a autant de femmes que d'hommes. Et je vais même dire une chose qui m'a vraiment surprise, des fois même plus que ce que j'ai vu dans des événements en Belgique. Voilà, je pense que par rapport à ce statut-là, c'est pas quelque chose qui m'a dérangée. Et pour être totalement honnête, ça m'a des fois plus dérangée en Belgique qu'au Moyen-Orient. Parce qu'il y a ce côté, et j'avais fait un post là-dessus, hein, il y a vraiment, je disais même au niveau, CEO, il y a 9 CEO sur 10 qui sont, des hommes en Belgique. Tu fais partie de la, minorité, Exact. et je me suis souvent retrouvée, oui, entourée d'hommes. Ça m'est arrivé aussi, mais avec ce côté où on te dit que c'est pas un monde fait pour toi et que tu ne peux pas, réussir si tu n'es pas accompagné d'un homme. Ici, c'est pas le cas. Non, et je pense vraiment, et je dis, il y a vraiment des mouvements, de women empowerment où j'étais moi-même surprise quand j'ai vu ce qui s'est passé ici au Moyen-Orient, où, la place de la femme, n'est pas du tout, rabaissée, et je pense que c'est vraiment une fausse image, de l'Occident, ou peut-être oui, il y a des choses qui ont évolué, comme en Occident aussi. Je me souviens de la position de ma grand-mère, et Mmh. moi-même maintenant on vivait pas dans la même, réalité. Je pense que c'est aussi évolué, mais je pense qu'il faut arrêter de penser que la religion, gouverne un pays, parce qu'on pense religion, on pense que la femme, ne devrait pas, ou devrait s'habiller, ou devrait être. C'est pas quelque chose qu'on retrouve ici à Dubaï. Ça, je veux dire, cette image, est complètement déconstruite. Donc faut pas avoir peur du Moyen-Orient pour ça. Juste une petite parenthèse alors sur, l'Arabie Saoudite puisque, bah, tu as mis un pied Ouais. là-bas aussi. Bon forcément, les médias en Europe restent quand même encore, très fermés, enfin en tout cas donnent une image, encore assez «négative» entre guillemets sur l'Arabie Saoudite. Quelle a été toi, ton expérience là-bas, bah, justement en tant que femme? Ça a quand même été un choc culturel, pour être honnête avec toi. Pourquoi? Parce que c'est encore, oui, c'est, je pense, un des pays les plus conservateurs arabes dans lequel j'ai été, dans le sens où, tu sais, pour l'anecdote, c'est même ils sont sur le calendrier hégérien. Même quand j'ai pris mon vol, c'était en 1444. Mais c'est marrant, mais je veux dire, c'est pour te dire des éléments de choc culturel où tu juste pour des anecdotes, quoi, et
Évidemment, tu sens la présence de la religion qui est très forte, les habits traditionnels, donc tu as l'impression par moment d'être dans un autre monde. Moi, j'étais surprise, agréablement surprise, je m'attendais à ce qu'on me regarde comme un ovni. Si je mettais pas l'abaya, bah, pas du tout en fait. Il y a quand même il y a beaucoup plus d'expatriés que je ne le pensais, qui se sont installés, donc il y a quand même des campings, donc ça commence à se marier. Le traditionnel avec le moderne, on va dire, commence à s'allier et tu le vois. Il y a un certain boulevard qui s'est vraiment développé à Riyad, par exemple, moi j'étais à Riyad, donc tu vois que tout est en train de se construire, mais il y a quand même la modernité qui arrive et c'est un pays qui est en train de s'ouvrir. L'Arabie Saoudite est un pays en pleine révolution. Si on m'avait dit il y a quelques années, même je pense il y a 3 ans, tirer en Arabie Saoudite, j'aurais dit non, vraiment. Parce qu'on a aussi cette idée, oui, beaucoup de hyper conservatrice, femmes opprimées. En fait, il faut comprendre, c'est une génération qui a vécu sans divertissement, sans culture, enfin sans éléments culturels. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de musique. Il faut comprendre ça aussi. Et que là, maintenant, j'ai eu une discussion avec une femme justement en lui disant et comment vous vivez cette révolution depuis l'arrivée de Mohamed Ben Salman qui ouvre le secteur du divertissement, le secteur, il y a le ministère de la Culture, les méga projets avec les solutions d'intelligence artificielle, de la métaverse, les grands prix, au niveau du sport, tout en train de s'ouvrir. C'est quand même un choc. Comment vous le vivez? Et elle m'avait dit, ben écoute, c'est une position très spéciale pour moi en tant que femme où j'ai vu ma mère et ma grand-mère dans dans une certaine génération avec une certaine réalité. Moi, je suis en train de vivre une transition et mes enfants connaîtront l'après. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est déstabilisant, mais eux, c'est un peu un monde qui s'ouvre à eux où je dis, la femme peut commencer à s'émanciper un petit peu, prendre des positions managériales. Ils s'ouvrent au monde et sont hyper curieux. Moi, j'ai des conversations avec des Saoudiens où ils sont très curieux. Ils sont en train d'ouvrir leur pays. Donc, il y a eu un accès. Il faut savoir que c'était, voilà, le tourisme en Arabie Saoudite était, il y a encore 5 ans, pas possible. Je dis, ils veulent devenir un acteur majeur à l'échelle mondiale. Donc, ce qui est en train de se déployer est complètement fou. Et je le dis souvent, sur les 10 prochaines années, c'est vraiment un pays à regarder avec attention parce que, voilà, on verra. Ils ont les ambitions, ils ont les moyens. On verra comment les choses vont se mettre en place. Mais Dubaï, il avait dit, il y a 20 ans, personne ne les croyait. Et au final, voilà ce qui est arrivé. L'Arabie Saoudite annonce la même chose. Et quand j'y suis allée, je ne me suis pas sentie non plus alors, il y a un choc culturel parce que oui, c'est arabophone et il n'y a pas ce côté anglophone qu'on retrouve à Dubaï, même s'ils sont en train de mettre les choses en place, même si les choses sont traduites. Quand on y va, on voit une traduction. Alors oui, il y a un décalage. Oui, on sent qu'on est en retard, mais les ambitions sont folles et les moyens mis en place sont ultra impressionnants. Je dis, j'ai jamais vu un pays avec une telle révolution et une telle possibilité de croissance, en fait. Donc, très excitée de t'y retourner dans 10 ans C'est ça. et qu'on en rediscute. Bon et avant qu'on parle dans 10 ans, Malika, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 12 prochains mois? Ça, c'est une bonne question. Je pense que ce qu'on peut me souhaiter, je pense, c'est de voir un peu de voir le bébé grandir. On dit souvent que voilà, il y a eu toute cette préparation, cette analyse. Donc, grandir, ça veut dire quoi? C'est pouvoir. Là, on a une équipe qui est soudée, et ça, c'était déjà un win, un très beau win. Les premiers gros wins, on les a eus. Je pense que j'ai envie de voir ce bureau grandir. Donc, ça viendra avec la croissance des équipes, voir comment les choses vont se définir, le développement de la région. Ça a été, super, je veux dire enrichissant d'aller sur des marchés secondaires comme, je disais l'Arabie Saoudite, mais on a encore des pays autour comme le Qatar, il y a le Bahreïn, il y a le Koweït. La région, elle est immense. Je pense que j'ai envie de voir aussi, voilà, ce portfolio de clients qui grandit, qui nous fait confiance, une marque qui commence à se développer. En fait, j'ai envie de voir que Gentis Middle East, devient un cabinet de recrutement, renommé, hein. Donc ça, ce serait non, mais je veux dire qu'on commence à parler de Gentis Middle East, qu'on commence à s'affirmer ici et qu'on commence à avoir notre place ici. Je pense que c'est tout ce qu'on peut se souhaiter. Bon, écoute, il y a déjà eu, voilà, les premiers contrats signés, les premiers placements, donc en tout cas, on est en train de tu es, bah, avec l'équipe, en train de poser, les premiers galons. Les 12 premiers mois sont toujours les plus durs, en général, donc normalement, à partir de maintenant, ça devrait être, entre guillemets, «que du Inch'Allah. bonheur». Toujours parsemé de challenges. Malika, comme, petit mot de la fin, quel serait le conseil que tu donnerais à toute personne qui pense à venir s'installer à Dubaï? Alors, premier conseil, moi je dirais, la préparation, c'est clé. Il faut bien se renseigner d'abord,
aller sur place, d'abord. Il faut comprendre, c'est une ville spéciale, une dynamique spéciale. Il faut d'abord se renseigner, comprendre la dynamique de la ville et ce qu'on veut y faire. Parce que ça reste, dans quel objectif on va à Dubaï. Comprendre les barèmes, c'est un coût, c'est un lifestyle, Dubaï. Il faut bien se rendre compte, voilà, de peser, vraiment, oui, je dis les objectifs et se rendre compte de la vie au quotidien. Parce que pour profiter de l'expérience de Dubaï, il faut aussi avoir les moyens, je pense. Il faut le dire, parce que c'est une ville qui va être amenée à atteindre, Les moyens financiers, tu veux dire? oui, tout simple, parce que c'est une ville qui va atteindre les niveaux de New York, de Londres et quand je vois comment ça évolue et la vitesse à laquelle ça va, pour tous les avantages dont on a cité, hein, le climat, tax free, services, sécurité, ben voilà, ça va attirer de plus en plus de monde, du coup les prix vont augmenter. Moi, je l'ai vu déjà sur 1 an, donc il faut avoir bien conscience de ça, d'avoir l'offre qui vaut la peine du déplacement et de se trouver vraiment un projet sur place aussi qui permet de profiter de cette expérience, comprendre qu'on cohabite avec le monde entier et être préparé pour ça. Parce qu'au départ, ça peut être vraiment un hustle et vraiment, préparer le terrain. Préparer le terrain pour avoir une transition smooth et vraiment profiter de, non, je dis souvent, profiter de l'expérience. Génial Malika, merci beaucoup. Je te souhaite évidemment tout le meilleur pour la suite, que j'aurai l'occasion, de voir de mes propres yeux, au fur et à mesure et à tous nos auditeurs, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt Malika. À bientôt Stéphanie. Au revoir. Ciao.